Saviez-vous que les années 70 ne nous ont pas seulement offert le disco et les pantalons évasés, mais aussi les films les plus interdits de l'histoire du cinéma? Des films si choquants que les projectionnistes refusent de les projeter et que des pays ont détruit les copies. Mais aujourd'hui, ces visions interdites arrivent en streaming directement dans votre salon, prêtes à voir ce qu'ils ont tenté de cacher à vos parents. La dernière maison sur la gauche, le premier film de Wes Craven en tant que réalisateur, sorti en 1972, n'a pas été simplement interdit. Il a été traité comme une menace pour la société. Cette histoire de vengeance brutale, mettant en scène deux filles qui croisent des condamnés évadés, porte le slogan tristement célèbre afin d'éviter l'évanouissement. Répété sans cesse, ce n'est qu'un film. Et pour une bonne raison. La violence brute, à la manière d'un documentaire, a poussé les censeurs à sortir leurs ciseaux plus vite que les spectateurs ne pouvaient atteindre les issues. La controverse ne portait pas seulement sur ce que Craven montrait, mais sur la façon dont il le montrait. Pas de vernis hollywoodien, pas de distance confortable, juste une horreur sans concession tournée en 16 mm granuleux qui paraissait terriblement réelle. Pays dont le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada bandit pur et simple. Alors que les salles américaines recevaient des copies montées, tronquant jusqu'à 30 minutes d'image, les critiques se rangeaient en tant qu'en. Ceux qui le qualifiaient de trash sadique et ceux qui reconnaissaient son commentaire sans concession sur la violence de l'époque du Vietnam qui revient dans la cour arrière de l'Amérique. Roger Ebert avait déclaré qu'il ne pouvait pas le recommander, mais qu'il ne pouvait pas non plus le rejeter. Ce que beaucoup de censeurs avaient manqué, c'était la complexité morale du film. Craven ne glorifiait pas la violence, il dressait un miroir sur une société déjà saturée par elle-même. Quand les producteurs voulaient lui couper les décalages tonaux entre l'horreur et la comédie, Craven s'opposa, affirmant que ces bascules faisaient partie du film. Ces contrastes inconfortables étaient le point central. Désormais disponible sur Tubi, non censuré. La version restaurée révèle la vision véritable de Craven. Un film qui a effrayé les spectateurs et les a poussés à affronter la violence humaine. Ce qui était autrefois interdit est désormais reconnu comme la naissance d'une nouvelle ère dans le cinéma d'horreur, Straw Dogs. En 1971, Sam Peckinpah n'a pas simplement appuyé sur des boutons avec chien de paille. Il les a fracassés à coups de masse. Ce thriller psychologique suit un mathématicien qui s'installe à la campagne anglaise avec sa épouse, puis fait face à un harcèlement qui éclate en violence. Mais ce n'était pas la violence qui effrayait les censeurs. C'était la suggestion que la civilisation n'est qu'un mince vernis sur nos instincts primitifs. La scène d'agression controversée du film a rapidement provoqué des combats de censure immédiats. Des censeurs britanniques ont bien exigé des coupes. Plusieurs pays l'ont interdit carrément. La Suède a refusé de l'homologuer jusqu'en 1999, près de 3 décennies après sa sortie. Ce qui l'a rendu clivant, c'était l'ambiguïté des réactions de la victime, avec bec et pattes qui brouillant la ligne entre résistance et participation. Dans les coulisses, Peckinpah s'est heurté au cadre du studio qui voulait un film encore plus adouci. Sa réponse: j'essaie de dire une histoire sur la violence et le changement, pas un film de minuit. Les critiques étaient fortement divisées. Pauline Kael l'a qualifié de fasciste classique, tandis que d'autres ont salué son examen sans concession de la nature humaine. La controverse a suivi Dustin Hoffman, qui a passé des années à défendre sa participation au projet. Ce que le public ne pouvait supporter, c'était le message central du film. Cette violence ne nous est pas étrangère, mais demeure latente en chacun de nous. Peck et P n'osaient pas cette obscurité. Il avertissait vraiment contre elle. La finale de The Siege, rendue à pleine intensité sur les plateformes de streaming, montre pourquoi elle est devenue un sujet de polémique. Aujourd'hui sur Prime, regarde la version intégrale révélant la montée en tension de Peck et P à travers des rencontres de plus en plus perturbantes qui culminent dans une intrusion qui choque encore les spectateurs. L'Exorciste 1973. Lorsque l'Exorciste a commencé à faire tourner les têtes pour la première fois en 1973, il n'a pas seulement choqué le public, il les a littéralement poussés à fuir par les sorties. Le conte de possession démoniaque de William Friedkin est devenu le premier film d'horreur nommé pour le meilleur film, mais pas avant d'avoir provoqué des évanouissements, des vomissements et des crises cardiaques dans les salles de cinéma à travers le pays. Certaines villes ont déployé des ambulances hors des projections. Des urgences médicales ont été recensées en Amérique. Ce qui fit paniquer les censeurs fut aussi l'approche clinique quasi-documentaire employée pour filmer la possession. La scène du crucifix fut coupée dans plusieurs pays. Le Royaume-Uni interdit la vidéo domestique jusqu'à la fin des années 1990, en Italie et en Espagne.
Des organisations religieuses ont protesté contre les théâtres montrant la production, la qualifiant de blasphème déguisé en divertissement. La production est devenue légendaire pour son tournage chaotique. Ellen Burstyn a subi une blessure permanente à la colonne vertébrale pendant le tournage et le plateau a pris feu, détruisant tout sauf la chambre où les scènes d'exorcisme ont été tournées. Lorsqu'un prêtre vint bénir la production, il avertit le casting qu'il y avait du mal dans ce film. Ces mots entrèrent dans le marketing. Les critiques furent partagées, certains le voyaient comme un chef-d'œuvre, d'autres le condamnaient. Le Vatican créa une commission pour décider si le film était anticatholique. Ils avaient finalement décidé que non. Ce que les capteurs ne pouvaient couper, c'était l'impact psychologique. Le film puisait dans des peurs primitives qui transcendaient les croyances, en streaming sans coupure sur Prime Today. La version complète comprend la fameuse scène Spiderwalk, coupée pour être trop perturbante, révélant enfin la vision complète des proches libérés d'un film qui n'effrayait pas le public. Cela les pousse à douter ce qu'ils croyaient sur le bien et le mal. Massacre à la tronçonneuse texane 1974. Le film de Tobe Hooper, budget mini, a changé l'horreur et devint l'un des films les plus interdits de l'histoire, après qu'un groupe d'amis croise une famille de cannibales dans le Texas rural. Il fut présenté comme étant basé sur des faits réels. Un mensonge habile qui a renforcé son impact. Mais le choc. Malgré sa réputation de gore extrême, la violence survient hors écran. Des capteurs hors écran réagissaient plus à l'intensité brute du film qu'à son contenu réel. Le film fut rejeté d'emblée au Royaume-Uni, en Australie, au Brésil et à Singapour, des interdictions ayant duré des décennies en Amérique. Les salles et les États conservateurs refusent de le projeter, tandis que d'autres ont créé leur propre montage non autorisé. La MPAA a d'abord attribué une cote X, puis, après des coupes, a finalement donné une cote R. Même le titre du film devint controversé, certains journaux refusant d'imprimer le mot « chainsaw ». La production fut infernale. La distribution a supporté des journées de 16 heures dans une chaleur texane extrême, entourée de carcasses d'animaux et de nourriture en décomposition. L'odeur sur le plateau était si forte que l'équipe vomissait régulièrement. L'actrice Marilyn Burns a été blessée pendant le tournage lorsque les effets spéciaux factices ne paraissaient pas assez réalistes, selon Hooper. Les critiques s'y furent divisées. Certains l'ont qualifié de trash exploitatif, d'autres reconnurent de son art. Rex Reed l'a qualifié du film le plus horrifiant jamais tourné, donnant au film sa meilleure accroche publicitaire. Ce que les capteurs manquèrent fut le commentaire social acéré sur l'Amérique après le Vietnam. Et l'effondrement des économies rurales. Désormais disponible en streaming dans sa version intégrale sur Tubi, les spectateurs peuvent enfin découvrir la version non censurée, accompagnée de la scène de dîner en famille, surréaliste, que de nombreux censeurs ont jugée trop perturbante pour être autorisée. Ce qui autrefois provoqua une indignation internationale est aujourd'hui reconnu comme l'un des films d'horreur les plus influents jamais réalisés. Orange Mécanique 1971. Stanley Kubrick n'a pas seulement ébranlé l'essence. Il a créé un film controversé. Il l'a retiré de la circulation britannique pendant près de 30 ans. Ce cauchemar dystopique suit Alex, un délinquant dont l'ultraviolence mène à une réhabilitation expérimentale qui pose des questions sur le libre arbitre et le contrôle de l'État. Le film, brutalité stylisée sur fond de musique classique, offrait une expérience visuelle répulsive et fascinante. Il a été classé X, avec des coupes et des interdictions totales dans des pays tels que l'Irlande, Singapour et l'Afrique du Sud. Ce qui a rendu le film controversé, c'était que Kubrick rendait le public complice en montrant la violence par la narration charmante d'Alex. Le plus choquant fut la censure personnelle de Kubrick après des menaces de mort et l'apprentissage des crimes. On dit que l'interdiction, inspirée par le film demandé, fut imposée au Royaume-Uni et dura vraiment jusqu'en 1999. Malcolm McDowell, qui jouait Alex, a dit que le tournage fut éprouvant physiquement et mentalement. Il affirma, notant que la scène infâme qui ouvre les yeux provoqua des éraflures cornéennes. Les scènes d'agression notoires ont exigé des semaines de chorégraphie pour atteindre la vision de Kubrick. Violence ballétique. Les critiques étaient divisées, certains le louaient comme chef-d'œuvre, d'autres le condamnaient pour manque de morale. The New York Times l'a qualifié d'une œuvre brillante et dangereuse, tandis que des critiques conservatrices l'ont qualifié de pornographie intellectuelle. Ce que de nombreux censeurs ont manqué, c'était la satire politique cinglante du film. Il ne propageait pas la violence, mais exposait l'hypocrisie sociétale à ce sujet.
Streaming non censuré sur Tubi. Aujourd'hui, les spectateurs peuvent enfin découvrir la vision complète de Kubrick, y compris des scènes coupées de la plupart des sorties en salle. La restauration révèle un film qui ne choque pas simplement. Il impose des questions inconfortables sur la morale, le libre arbitre et la nature même du mal. The Devils, 1971, le psychodrame religieux de Ken Russell, n'était pas seulement controversé. On l'a traité comme un crime cinématographique. Ce drame historique sur un prêtre du XVIIe siècle, accusé de sorcellerie et de possession démoniaque, présente des images si provocantes que la version originale n'a jamais été entièrement sortie. Warner Bros. A exigé tant de coupes avant la première que Russell aurait pleuré en voyant la version éditée. Le studio a ensuite mis hors de vue les séquences de coupés, donnant l'une des coupures perdues les plus mythiques du cinéma. Le film fut interdit en Italie et au Chili, les censeurs britanniques réclamèrent des coupes substantielles. Aux États-Unis, il a reçu une classification X, même après un montage lourd. La séquence du viol du Christ, montrant des religieuses dans une frénésie sexuelle autour d'une statue de Jésus, fut extrêmement controversée. Une scène si inflammatoire que Warner Bros. La garda dans leur coffre-fort. Pendant des décennies, des organisations religieuses du monde entier ont condamné le film, l'Église catholique le qualifiant de blasphème déguisé en art. La réalisation du film s'est avérée tout aussi chaotique. La star Oliver Reed a affirmé que l'ambiance sur le plateau était comme tournée dans un asile. Vanessa Redgrave s'est investie dans son rôle de nonne bossue et obsédée sexuellement, au point que des membres de l'équipe ont déclaré être troublés par sa prestation entre les prises. Les critiques y furent très divisés. Certains le saluaient comme le chef-d'œuvre de Russell, d'autres le jugeaient pour son choc. Ce que beaucoup ont manqué, c'était l'examen sérieux de la religion et de la politique qui s'entrecroisent. Et Russell disait « Je n'attaquais pas l'Église, mais la corruption des institutions ». La version diffusée aujourd'hui sur Tubi est la plus complète disponible. Elle manque certaines des scènes les plus controversées. Les historiens cherchent toujours la version originale complète, ce qui fait de ce film des années 70 l'un des rares à rester partiellement censuré, même à l'ère du streaming. Un témoignage sur l'ampleur de ce qui a ébranlé l'ordre établi, Je crache sur ta tombe, en 1978, le thriller vengeur du maire Archie n'était pas seulement controversé. Il déclencha un séisme culturel qui résonne encore aujourd'hui. Initialement intitulé Jour de la femme, ce film sans compromis suit une écrivaine qui traque et tue les 4 hommes qui l'ont agressée. Ce qui a fait paniquer les censeurs n'était pas seulement la violence graphique, mais le fait que le film ne détourne pas le regard pendant la séquence d'assaut de 30 minutes et que la vengeance y soit présentée comme justifiée plutôt que tragique. Le film a été interdit dans des pays comme l'Allemagne, l'Australie et la Chine, tandis que le Royaume-Uni l'a inscrit sur la liste des vidéos nasty, rendant la possession de la cassette potentiellement un délit aux États-Unis. Roger Ebert lui donna 0 étoile, le qualifiant de sac d'ordures. Les critiques féministes étaient divisées. Certains le condamnaient comme exploitation, d'autres le défendaient comme un examen brut du traumatisme et de l'émancipation. Ce que de nombreux censeurs ont manqué, c'était l'inspiration de CZ. Il basa le film sur son expérience d'aider une victime d'une agression, maltraitée ensuite par la police. Je voulais montrer l'horreur d'un assaut sans le glamouriser. Il expliqua ensuite que, pour montrer une femme reprenant le pouvoir sans sauveur masculin, la controverse ne fit que s'accentuer lorsque Camille Keaton, petite fille de Buster Keaton, épousa Zaki peu après le tournage. La production était à petit budget, tournée à l'épaule dans le Connecticut, avec une équipe réduite. Keaton a effectué de nombreuses cascades dangereuses, y compris des scènes prolongées et de l'eau glacée, lorsque les salles refusaient ceux de projeter le film. Elle s'est produite dans des lieux loués et a promu le film de façon indépendante, transformant la censure en avantage marketing. Aujourd'hui disponible sans coupure sur Prime, les spectateurs peuvent enfin voir la version complète, y compris des scènes qui avaient été coupées même à sa sortie d'origine. La restauration révèle un film bien plus complexe que son exploitation. La réputation suggère un examen brutal de la violence, de la justice et de l'échec des institutions à protéger les victimes. Suspiria 1977, Dario Argento, n'a pas seulement réalisé un film d'horreur avec Suspiria, il a créé un cauchemar hallucinatoire, si visuellement choquant que les capteurs du monde entier en viennent à sortir leurs ciseaux.
Ce rêve technicolore sur une académie de danse dirigée par un coven de sorcières s'ouvre sur l'une des scènes de meurtre les plus brutales du cinéma. Une symphonie de 12 minutes, de coups et d'un empalement à travers des vitraux, nous n'étions pas prêts à l'horreur qui ressemblait à un conte sanglant. Les censeurs allemands furent vraiment troublés. En coupant 7 minutes du film, Japon, Grande-Bretagne et Australie exigèrent des coupes avant la sortie américaine. Des salles de cinéma reçurent des versions selon les sensibilités locales. Ce qui inquiétait les autorités n'était pas la violence, mais comment notre présentation rendait belle et hantante, avec couleurs vivantes et la bande-son de gobelins transformant le meurtre en art macabre. La production fut difficile. Argento exigeait que le film soit tourné en Technicolor à 3 bandes. Le casting a travaillé dans des conditions difficiles et Jessica Harper a révélé plus tard que certaines scènes avaient été tournées par temps froid. Elle a vraiment interprété la plupart des scènes dans la salle fameuse remplie de fils de fer barbelés. Argento a utilisé un vrai fil de fer qui aurait pu blesser l'actrice. Les critiques furent divisées. Certains le jugèrent gore sans sens, d'autres virent à son style visuel révolutionnaire. Roger Ebert loua sa qualité voluptueuse malgré la violence. Ce que les censeurs n'ont pas compris, Suspiria n'était pas axé sur la logique du récit. Il s'agissait de créer une expérience sensorielle qui ressemble au cauchemar d'autrui. Aujourd'hui, elle est diffusée en streaming sur Tubi dans sa version intégrale non coupée. Les spectateurs peuvent enfin goûter à la Full Vision d'Argento, un film d'horreur qui a influencé des clips et le design. Ce qui était jugé trop extrême est désormais reconnu comme l'une des approches les plus artistiques de la peur. Le dernier tango à Paris, 1972, le drame controversé de Bertolucci sur une liaison anonyme n'a pas seulement repoussé les limites, il les a brisées à coups de masse. Le film suit un veuf américain d'âge moyen, Marlon Brando, qui entame une relation physiquement intense avec une jeune parisienne, Maria Schneider. Dès sa sortie, le film a provoqué un tollé international. La plus haute cour d'Italie a ordonné la destruction de toutes les copies et a interdit le Chili et le Portugal. Bertucci a été condamné à 4 mois de prison. Il a été suspendu pour avoir créé une œuvre obscène. Ce qui distinguait vraiment ce film, c'était la performance improvisée et brute de Brando. Mais des décennies plus tard, Schneider a révélé qu'elle n'avait pas été informée de certaines scènes intimes avant le tournage, se sentant humiliée et légèrement violée. Cette admission a changé la manière dont le film est vu aujourd'hui, soulevant des questions éthiques sur la conduite du réalisateur et le consentement des interprètes, qui dépassent les débats initiaux sur la censure. La production fut chaotique. Brando et Bertucci réécrivaient le dialogue quotidiennement et repoussaient à les limites sans l'interférence du studio. Quand les chefs d'United Artists virent enfin le résultat, ils restèrent muets d'étonnement. Puis l'un d'eux déclara « On a un film que personne ne verra ». Or, ce film devint une sensation avec de longues files devant les cinémas et des débats sur l'art et l'exploitation. Les critiques furent divisées, Pauline Kael le qualifia de film érotique le plus puissant jamais réalisé. Alors que certains la jugent pornographique et prétentieuse, le film explore sans compromis le chagrin, le pouvoir et l'isolement émotionnel défiant un public habitué à un amour hollywoodien édulcoré. Disponible dans sa version complète sur Prime. Aujourd'hui, les spectateurs peuvent découvrir le film non censuré qui a changé la manière dont le cinéma parle des relations adultes. Pourtant, le public moderne voit l'œuvre sous un autre regard, reconnaissant son importance artistique et les circonstances troublantes de sa conception. Une complexité qui dépasse les controverses de censure initiale du Wicker Man, 1973. Le chef-d'œuvre d'horreur folklorique de Robin Hardy n'a pas été simplement censuré. Il a été enterré après un accueil initial désastreux. Les dirigeants du studio auraient utilisé le négatif d'origine comme décharge pour un projet d'autoroute, après qu'un sergent enquête sur la disparition d'une fille sur une île écossaise. Le film atteint une fin parmi les plus choquantes du cinéma, une révélation si perturbante que les distributeurs exigèrent des coupes sauvages avant la sortie. Les dirigeants du studio British Lion furent
tellement perplexes devant le film qu'ils le réduisirent de 102 minutes à 87, détruisant le rythme soigné qui rendait sa finale si efficace. Les distributeurs américains le coupèrent encore davantage à 84 minutes pendant des décennies. La version originale était considérée comme complètement perdue jusqu'à ce que des extraits commencent à émerger de collections privées et d'archives cinématographiques du monde entier. La production troublée est devenue légendaire. Christopher Lee, qui la voyait comme sa meilleure interprétation, était très passionné par le projet et travailla sans payer. Quand l'argent manqua, la fin fut tournée dans des conditions glaciales, avec une structure en osier qui inquiéta les autorités d'incendie locales. Lorsque le studio a massacré la coupe finale, Hardy et Lee furent dévastés et passèrent des années à retrouver la version complète. Les critiques d'abord rejetèrent, mais The Wicker Man trouva son public lors de projections clandestines. Il finit par constituer un culte qui reconnut son éclat bien avant les critiques. Pink Flamingo, 1972. John Waters n'a pas seulement créé un film Pink Flamingo, il a lancé une grenade en celluloïd qui explose 50 ans plus tard. Ce film choc à petit budget sur la personne la plus répugnante présente des images si transgressives que même d'écrire viole les directives de contenu lors de sa première au Baltimore Film Festival. Les spectateurs ont quitté la salle dégoûtés ou sont restés pour voir quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Un cinéma sans frontières absolues. Le film a été interdit en Australie, en Norvège, au Canada et dans bien d'autres pays d'Amérique. Il a été relégué à des séances à minuit dans des théâtres contre-culturels. Lorsqu'il fut publié en vidéo à domicile des décennies après, plusieurs chaînes de location refusèrent de le mettre en rayon. La finale, acte si notoire qu'il est impossible à décrire ici, demeure l'un des moments les plus infâmes du cinéma. Waters le mentionne fièrement. Personne ne sortit durant la dernière scène. Ils étaient trop choqués. La production Guérilla a défini le cinéma DIY, tournage aquatique sans permis, une drag queen, vol à l'étalage divin filmé et des effets choquants avec des matériaux pas chers. La distribution, composée des amis de Water, connus sous le nom des Dreamlands, a joué tout en étant ivre pendant de nombreuses scènes. Divine a ensuite déclaré que même lui, il avait été choqué par certaines des choses que John lui avait demandé de faire. Les critiques, au départ, ne pouvaient même pas le comprendre. Les quelques critiques l'ont qualifié de répulsif, dégoûtant et inregardable. Les critiques grand public n'y touchaient pas pendant des années. Salo ou les 120 journées de Sodome 1975, le dernier film de Paolo Pasolini avant son meurtre n'était pas seulement controversé. Il demeure peut-être le film le plus universellement interdit jamais réalisé. Adapter le roman notoire du marquis de Sade, mais le situer dans l'Italie fasciste. Pasolini a créé une étude délibérément insoutenable du pouvoir et de la corruption. Le film décrit 4 fascistes riches qui enlèvent 18 adolescents et les soumettent à des mois de torture de plus en plus horribles. Aujourd'hui, il est interdit dans plusieurs pays et fortement censuré dans d'autres. La controverse ne portait pas seulement sur le contenu visuel explicite, la métaphore intransigeante d'Orwell reliant le fascisme à la dégradation. Le film a été interdit en Australie, en Finlande, en Allemagne, en Norvège et dans d'autres pays dont l'Italie. Toutes les copies saisies, Pasolini fut poursuivi pour obscénité au Royaume-Uni. Interdit jusqu'en 2000 et, après sa sortie, de nombreux cinémas refusèrent de le projeter. La production elle-même a été extrêmement difficile pour tous. Pasolini a insisté sur le détachement clinique lors du tournage des scènes troublantes, créant une atmosphère de malaise sur le plateau.